Non mais sérieux, j'en ai marre de la pluie. Bon allez, on va se regarder une petite vidéo. C'est parti. Allez, c'est parti pour le lundi matin par une petite séance de balayage, histoire de bien commencer la semaine dans des conditions bien propres. Bah voilà, c'est tout de même un petit peu plus propre. On va continuer à préparer les ruches en bois. Je vais les marquer à la flamme avec le marqueur que j'ai acheté là cet hiver. Et puis on va poser les portes d'entrée sur les ruches. Je vais vous montrer comment je les prépare. Oui, je voulais revenir au sujet des 2 petites clattes de côté dans la précédente vidéo. Donc je vous disais que ça me servait à transhumer mes ruches. Donc en fait, il faut imaginer que mes bras sont les fourches de ma grue de transhumance et qu'elles viennent juste ici, sur les côtés, pour soulever la ruche. Parce que j'ai omis de vous expliquer pourquoi je posais ça et avec quel type d'outils je pouvais transhumer mes ruches. Pour l'instant, ma grue de transhumance est partie chez le réparateur. Et puis, on verra par la suite pour aller la rechercher. Voilà, je me suis même fait un gabarit. Pour ceux qui s'inquiétaient de me voir donner des coups de crayon sur mes corps de ruche pour faire le tracé à la bonne hauteur. Donc là, c'est bon. J'ai plus qu'à poser le gabarit et à visser ma latte à 9 cm du bord. Également, je voulais vous préciser que les corps de ruche ils sont déjà enduits d'huile de lin. Ça a été fait directement chez mon fournisseur, chez Mathieu. Donc, les corps sont protégés contre les intempéries. Ils ont été trempés dans un bain d'huile de lin chaud. On va passer à la préparation des ruches. Pour ce qui est du marqueur à feu. Donc ça c'est pareil, ça se trouve chez tous les fournisseurs de matériel apicole. Donc le marqueur à feu, il est relié à une bouteille de gaz propane. Parce que l'hiver, le propane c'est quand même mieux que le butane. Le butane ça a du mal à tourner l'hiver, ça craint le froid. Donc j'ai pris du propane et relié à un détendeur. Et il y a 2 flammes, comme on peut voir dans la vidéo, qui chauffent les chiffres là ou les lettres, ça dépend du numéro de DSV que vous avez. Moi j'ai un vieux numéro de DSV, donc forcément il n'y a pas de lettres dedans. Ça chauffe vos chiffres et ce qui permet de marquer sur la ruche votre numéro de DSV. Je vous fais la description sans l'allumer parce que une fois allumé on ne s'entend plus. Je vais vous faire une petite démo. Alors pour l'allumer c'est pas bien compliqué, il suffit d'ouvrir le gaz. Donc on entend que le gaz arrive et il y a juste à donner. Voilà, vous comprenez pourquoi je vous ai pas fait la démonstration en l'ayant allumé, parce que sinon on ne s'entend plus parler. Bien évidemment, une fois que vous l'avez utilisé ou que vous êtes en cours d'utilisation, le mieux c'est de le poser sur une partie métallique. Ne faites pas comme moi, vous ne faites pas cramer les cadres. N'est-ce pas Céline? Voilà, maintenant qu'on a fini de marquer les ruches, on va pouvoir poser les portes d'entrée. Alors vous allez me dire, mais si c'est des ruches pour transvaser d'autres ruches qui sont abîmées, il n'y a pas besoin de porte d'entrée. Sauf qu'il y a une partie de ces ruches-là que je vais réserver pour faire des essaims artificiels à la saison prochaine. Donc pour ça, je vais vous montrer comment je les prépare. Et étant donné que pour faire des essaims artificiels et les préparer à l'intérieur, je mets un cadre de provision. Donc
Et je vais les laisser bien entendu sous le hangar en attendant le printemps pour pouvoir prélever mes reines et commencer à faire mes essaims artificiels. Donc si je mets un cadre de provision à l'intérieur, les abeilles vont tourner sous le hangar au début du printemps et vont venir piller le cadre de provision. Donc c'est pour ça qu'on va fermer les ruches. Voilà, les ruches sont fermées. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la préparation de l'intérieur de la ruche, c'est-à-dire mettre le cadre de provision, le cadre bâti et le restant en cire gaufrée. Ben, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on est jeudi et comme vous pouvez l'entendre là sur les tôles du hangar, il pleut toujours, comme ça depuis lundi, ça n'arrête pas. Les ruchers, ils ont été visités en fin de semaine dernière, justement pour voir un petit peu les provisions, parce qu'en ce moment, ce qu'il faut surveiller de près, c'est les provisions des ruches. Donc quand c'est comme ça, vous soupesez, vous essayez de voir s'il faut compléter ou pas les provisions des colonies. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre du candide partout, hein. Faut jeter un petit coup d'œil. Là en ce moment en plus il fait doux, donc on peut se permettre d'ouvrir un petit peu les ruches, mais très rapidement. Que regardez si vous devez mettre du candide ou pas sur les colonies pour qu'elles tiennent le coup jusqu'au prochain beau jour. Chez moi, les saules marceaux sont en train de fleurir, donc normalement ça marque le début de la saison apicole. Mais en raison de la pluie, c'est très difficile de se rendre sur les ruchers et c'est quasi impossible pour les abeilles en ce moment de sortir. Donc on va continuer la préparation des ruches et puis là j'ai ciré quelques cadres donc pour continuer à préparer tout ça. On va passer au remplissage de votre corps de ruche maintenant pour faire un essaim artificiel au printemps. Donc on a notre ruche qui est vide de cadre. Non, ce que je fais, je vais remplir la ruche avec 8 cadres de cire gaufrée. J'en mets 3 sur le côté et 3 sur l'autre côté. Comme ceci. Et au milieu de la ruche, je vais mettre encore 2 cadres de cire gaufrée. À cela, je vais rajouter un cadre de provision, comme ceci. Un beau cadre de provision avec beaucoup de miel dessus. Voilà. Et un cadre bâti comme ceci. Le cadre bâti, lui, il aura pour fonction que la reine puisse aller pondre directement sur le cadre. Et le cadre de provision, donc lui, il sert de réserve au moment de la formation de l'essaim, donc pour pas qu'il manque de nourriture à ce moment-là. Les 2 cadres de cire gaufrée au milieu, eux, ils vont servir de cadre de couvain. Donc, ces 2 cires-là retrouveront une ruche de production que j'aurais prélevé 2 cadres de couvain fermés avec abeilles. Donc, ces 2 cadres de couvain, je vais les mettre au milieu, entre mon cadre bâti et mon cadre de provision. Là, mon essaim sera formé. J'aurai plus qu'à mettre ma cagette avec ma reine fécondée et mon essaim sera fait. Par-dessus, après, ça dépend du printemps qu'on va avoir. Soit je mets un nourrisseur avec un côté rempli de sirop, comme j'ai les nourrisseurs de chez Nicoplast. Donc, soit je leur mets du sirop, soit je les laisse se développer comme ça. Si on a un beau printemps, généralement, j'ai pas besoin d'y toucher. Elles se développent toutes seules. Elles ont toutes leurs ressources en protéines et en nectar dans le coin. Donc, nous, on a beaucoup d'aubépines, pissenlit, colza. Donc, ça les aide vraiment bien à démarrer. Voilà pour ce qui était de la formation de la ruche pour faire un essaim artificiel. Et par-dessus, donc, je vais lui mettre un coussin isolé à bulles. Et puis par-dessus, je vais rajouter un coussin et le toit. Pour ce qui est du coussin, je vais en recommander parce que là, je viens de me rendre compte que j'étais à court de coussins isolants. Voilà pour ce qui est de la préparation des ruches. Et bien maintenant, on va passer aux questions-réponses de la vidéo portant sur l'insémination.
Pour cette vidéo sur l'insémination, je vous ai fait une petite playlist. Voilà, on se trouve sur ma page d'accueil de ma chaîne. Donc ici, vous avez l'onglet playlist. Vous allez cliquer dessus et ça va vous afficher toutes les playlists que je vous ai créées. Donc en fonction des thèmes, vous avez l'élevage de rennes, la propolis, la cire, le candy, la récolte du miel et celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est la playlist ruche à mâle et insémination. Donc vous cliquez dessus. En haut à droite de l'écran, vous allez avoir 5 vidéos que j'ai répertoriées donc dans cette playlist qui s'appelle ruche à mâle et insémination. Les 3 premières vidéos, elles parlent essentiellement des soins de la ruche à mâle, la création de la ruche à mâle. La 4e vidéo parlera du prélèvement du sperme des mâles et la 5e vidéo, c'est la toute dernière que je vous ai fait, qui parle donc de l'insémination des reines. Donc voilà, donc tout se retrouve ici. Si jamais vous avez besoin de trouver quelque chose sur le prélèvement du sperme ou les inséminations ou des infos sur la ruche à mâle, vous pouvez venir donc dans cette playlist. Pour ceux qui m'ont posé la question pour savoir comment on prélève le sperme sur les mâles, j'ai fait une vidéo donc à ce sujet-là, sur la ruche à mâle et le prélèvement du sperme. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans cette playlist. Après on m'a dit que les inséminations c'était pas accessible à tout le monde. Oui et non. On peut faire aussi un regroupement dans vos régions pour faire venir un inséminateur. Je sais qu'il y a quelques collègues en France qui font ainsi. Après, c'est à vous de vous renseigner pour faire partie de ces groupes-là et puis améliorer un peu votre génétique. Donc moi, je fais de l'insémination parce que je veux maintenir la race avec laquelle je travaille. Donc c'est la race Buckfast. Et c'est pour cela que je fais de l'insémination pour justement conserver certains critères comme la tenue de cadre, la douceur. Moi, mes ruchettes, elles sont en plein village, donc je peux pas me permettre d'avoir des colonies agressives. Je veux pas avoir d'ennui avec mes voisins. donc c'est pour ça que je travaille sur cette race-là. En fait, c'est venu que j'ai travaillé avec la race Buckfast en visitant l'exploitation de Josgut au Luxembourg. Je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Et là, franchement, je suis devenue fan de cette race-là parce que franchement, c'est facile à travailler. Pour l'élevage, ça élève facilement. On peut aller au rucher avec les enfants, c'est pas dangereux. Vous pouvez tondre le gazon à côté du moment que c'est bien sélectionné. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment une race d'abeilles qui est facile à travailler. Après, vous êtes nombreux à aussi penser que la Buckfast, c'est une abeille qui est fort consommatrice de nourriture. Or, si on sélectionne bien justement avec les lignées mâles, on arrive à travailler quand même avec des colonies qui sont peu consommatrices. Là, je vois, j'ai hiverné mes colonies, je n'y ai pas retouché au niveau provision depuis le mois d'octobre. Il y en a, j'ai pas encore nourri. Au niveau colonie, j'ai dû nourrir à peu près une dizaine de ruches. Donc sur l'ensemble du cheptel que j'ai, ça représente une goutte d'eau. Si on travaille bien ce point-là, au niveau des provisions, on peut travailler en Buckfast, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que si on a un creux de mielé de plus d'une quinzaine de jours, c'est sûr qu'il faut quand même regarder les provisions. Il n'y a pas de miracle. Je pense qu'on est tous dans ce même cas. S'il y a un creux de mielé, il faut quand même faire gaffe à pas les perdre. J'ai une personne qui m'a posé la question aussi au niveau du CO2 pour ce qui est de la durée de vie des rennes. Que le CO2 aurait pour effet néfaste de réduire l'espérance de vie des rennes. J'ai pas constaté de reines qui mouraient plus rapidement du fait qu'elles ont eu 2 narcoses, voire 3 narcoses pour celles qui n'ont pas pondu dans les 8-10 jours après l'insémination. J'ai pas observé de mortalité plus rapide de ces rennes-là. Après, je sais pas, moi, donc au niveau narcose, comme je vous ai dit, je fais 3 minutes au moment de l'insémination. Donc moi, au niveau de l'insème, si je me débrouille bien, ça dure environ 1 minute l'insémination. Temps de tout préparer, 1 minute 30 dans le pire des cas. Sur le statif, donc sur l'appareil inséminé. Donc elle a eu une narcose de 3 minutes. Une fois inséminée, je la remets dans son nuque. 24 heures après, je vais la rechercher.
Et je lui ai refait une narcose donc dans le sac plastique comme vous avez vu de 3 minutes de plus. Il y en a qui vont jusqu'à 5 minutes de narcose. Moi je fais que 3, je trouve que c'est assez. Après c'est peut-être ça la longévité des rennes. Il y en a qui peut-être qui font des narcoses un peu plus longues. Ça explique peut-être que leur espérance de vie est un peu réduite. Mais moi je fais 3 et 3 au niveau des 2 narcoses et j'ai pas constaté de rennes qui mouraient plus rapidement. Au niveau du taux de réussite des inséminations, je tourne à environ 85%. Je pense que je pourrais encore faire mieux. Le gros souci, moi, de l'insème, c'est que ça tombe... Enfin, de toute façon, ça tombe jamais au bon moment parce que j'ai du taf tout le temps. Donc, j'arrive pas à trouver une période dans ma saison apicole pour libérer, on va dire, 4 jours où je fais que ça. J'ai bien pensé faire venir un inséminateur, mais je suis pas trop chaude là-dessus. Je préfère faire moi-même mes insèmes. Bon, après, je suis un peu maniaque. Et bon, je préfère le faire moi-même. Après, c'est peut-être une bêtise. Et c'est vrai que ça me ferait peut-être gagner du temps si je faisais intervenir quelqu'un justement pour faire cette prestation-là pour l'insémination. On revenait au taux de réussite, oui, 85%. C'est sûr, je pourrais largement faire mieux. J'ai des séries où je l'ai réussi à 100%. D'autres séries, je tombe à 85%. Je pense plus que c'est niveau stress. Au moment de la saison, faut aller vite, faut être partout. J'ai réussi à caler mes inséminations entre fin juin et mi-juillet. Et je pense que c'est la meilleure période. Donc fin juin, chez moi, j'arrive à l'extraction du miel de forêt. Et je commence mes transhumances sur le miel de tilleul. Donc vous vous rendez bien compte que je me lève le matin à 4 h du mat. Je pars à 5 h. Et généralement, on est revenu à 9 h du matin et après, on enchaîne la journée, soit sur les ruchers, soit sur l'insémination. Donc, ça me fait des bonnes grosses journées et je pense que je serai moins crevée. Je pense que j'arriverai à mieux me concentrer et à faire en sorte que j'ai un taux de réussite un petit peu plus élevé. Après, je dois terminer mes inséminations avant la mi-juillet parce que, comme vous le savez, je suis agricultrice aussi. Donc à la mi-juillet, quand vous partez en vacances, vous voyez les moissonneuses dans les champs, et ben moi je suis dans les champs à cette période-là. Il faut vraiment que j'arrive à boucler les inséminations sur ces 3 semaines-là. Donc généralement au niveau de l'insème, je me bloque une semaine. Je mets pas une semaine complète à 50-60 rennes, mais il me faut au moins 4 jours. Il faut savoir que les inséminations, c'est quelque chose d'assez stressant. Parce qu'il faut combiner l'âge des mâles avec l'âge des reines. Et si vous plantez votre chamal, je vais dire que c'est foutu pour le reste de la saison. Parce qu'il faut quand même 40 jours pour avoir un mâle mature. Donc il ne faut pas se louper sur les dates. Il ne faut pas se louper sur la façon de les nourrir et tout ça, de s'en occuper. Parce que sinon, ils ne seront pas matures au moment de l'insémination. Et vos reines doivent quand même avoir... entre 8 et 10 jours au moment de l'insémination. Donc, il faut arriver à faire coller tout ça. Donc, vous imaginez bien les insèmes, la production de miel, la transhumance. Franchement, à ce moment de l'année, je suis pas au mieux de ma forme, on va dire. Après, j'ai un autre monsieur qui m'a demandé pour la narcose, pour le déclenchement de la ponte. Alors moi, tout ça, j'ai appris tout ça auprès du groupe des Goulettes en Belgique. Pour faire inséminer les rennes là-bas, on a tout un protocole à respecter. Donc la préparation des minis, la pose des faux planchers, l'âge des rennes à respecter, comme je vous expliquais là. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire l'insémination chez moi. Parce qu'aller en Belgique, vous imaginez bien, moi ça me fait faire entre 3 et 4 heures de route. C'était pareil, les inséminations elles débutaient vers la première quinzaine de juillet, donc il fallait que je sois vite rentrée pour la moisson. Bref, il n'y avait rien qui collait, c'était le bordel. Donc c'était pas évident pour moi d'organiser
tout ça, donc je me suis dit le mieux ce serait de le faire à la maison. Donc pour ça, j'ai eu un collègue apiculteur qui a bien voulu me recevoir chez lui pour me former sur l'insémination, et que je remercie d'ailleurs. Et donc en 2007, j'ai commencé à faire mes premières inséminées. Je me rappelle, j'étais enfermée dans le sous-sol et j'essayais tant bien que mal de mener à bien mes propres insèmes. Donc bien sûr, cette année-là, il y a eu quelques ratés. Mais les années qui ont suivi, c'est comme tout, il faut avoir de la patience, pratiquer tranquillement les insèmes. On nous a appris donc en Belgique de faire, donc eux ils font autrement, ils narcosent leur reine la veille de l'insémination et elle reçoit une deuxième narcose donc le jour où ils les inséminent. Eux, ils ont quand même un grand retour sur les insèmes et sur la pratique de la narcose. Et ils se sont rendus compte, donc au début, ils ne faisaient qu'une seule narcose le jour de l'insémination. Et ils se sont rendus compte que les reines mettaient énormément de temps après à pondre. Donc ils se sont dit, bah, pourquoi pas faire une deuxième narcose, donc justement la deuxième narcose le jour de l'insémination. Et là, ils se sont rendus compte que la deuxième narcose déclenche la ponte de la reine dans les quelques jours qui suivent l'insémination. Donc c'est pour ça que je fais une deuxième narcose et que je les repasse donc au CO2. Voilà pour la réponse, pour les réponses. Pour ce qui est de la vidéo sur l'insémination, après vous avez été nombreux à me demander si je vendais des reines. Je vends pas de reines non plus, je vends pas de reines inséminées, je vends pas de reines fécondées. Peut-être que je le ferai un jour. Si mes deux garçons se mettent à l'apiculture, peut-être qu'ils feront un atelier d'élevage de rennes pour la vente en direct. Mais pour le moment, moi, j'ai énormément de travail, donc je peux produire les rennes, mais j'ai pas le temps de les préparer et de les expédier. C'est impossible, quoi. Donc pour moi, j'élève les rennes pour mon cheptel, pour renouveler mes rennes personnellement, mais j'en fais pas le commerce. Je suis désolée, mais c'est ainsi. Je pense que après, si on veut produire de la qualité pour soi-même et pour les autres, il faut avoir du temps. Et si on n'a pas le temps, je pense que c'est un petit peu gâcher la qualité des rennes. Il faut faire un choix. Hein. Donc, pas de commerce de rennes chez moi. Mais je pense que vous trouverez largement votre bonheur chez d'autres apiculteurs qui font le commerce de rennes chez eux. Cette vidéo est maintenant terminée. Je tenais à passer le bonjour au Burkina Faso. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions, j'y répondrai volontiers et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!